On est ravis en tout cas de vous recevoir via ce format de webinaire. On a depuis des années à l'Aromatech cette volonté de transmission des savoirs, beaucoup en matière de santé, mais dans cette vision assez globale de la santé qu'on a, c'est essentiel aussi pour nous d'inclure à l'intérieur de ça nos producteurs, distillateurs notamment, parce que ça fait partie de la santé. Aussi sur les questions de qualité des produits qu'on peut obtenir, de la façon dont ils sont produits et de l'impact que ça peut avoir aussi au niveau environnemental. Donc c'est vrai que là, c'était vraiment l'occasion de faire un lien entre vous et nos producteurs, distillateurs, et notamment avec Simon, qui est le fondateur du laboratoire Astéral et qui est un partenaire de l'Aromatech depuis les débuts, en fait, depuis de nombreuses années. Des produits aussi d'une grande qualité, avec un vrai savoir-faire qu'on aurait envie de pouvoir vous faire découvrir encore plus que ce que vous avez l'occasion de voir dans les boutiques. Donc là, pour le fonctionnement de ce webinaire, c'est une première pour nous. Il y a un petit module de questions et réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire. Je me chargerai de les transmettre à Simon pour pouvoir avoir des réponses si c'est possible pendant la conférence. Si on reste sur la thématique et qu'on a quelques questions qui peuvent être posées, si jamais on en avait trop et qu'on ne puisse pas les poser, pas d'inquiétude, on vous répondra un peu plus tard. On mettra aussi l'enregistrement de la vidéo sur YouTube. Donc vous pourrez également à ce moment-là poser vos questions en commentaire. Pas de frustration en tout cas pendant cette heure de conférence. On pourra revenir dessus plus tard pour rester sur des sujets qui permettent une vision globale de la qualité qu'on peut avoir sur les huiles essentielles, les enjeux de la production, de la distillation notamment, et puis quelques notions sur les propriétés de certaines huiles de Madagascar. Simon, tu es le fondateur d'Astéral, tu as est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu comment a démarré et s'est construit Astéral? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Astéral, c'est une entreprise qu'on a créée il y a maintenant presque 18 ans avec mon épouse Kelly. L'objectif premier, c'était de pouvoir développer des sites de production d'huile essentielle à Madagascar. Avec une vision, je dirais, de respect intégral des plantes, de respect intégral des hommes. Alors ça s'est fait très progressivement, puisque quand on a commencé notre activité, on n'avait pas du tout la capacité de produire, de commercialiser, de gérer une filière complète. Donc on a fait vraiment étape par étape. On a commencé déjà par acheter avec des producteurs partenaires, on a formé, on a suivi sur place, et au fur et à mesure, on a pu atteindre un peu nos objectifs, c'est-à-dire de développer une propre site de production, donc en achetant des terres, en achetant des organiques, et progressivement de monter la part de ce qu'on produit nous-mêmes. L'objectif principal, c'est de vraiment avoir une proportion la plus importante de ce que l'on propose, issu de vraiment nos cultures, nos destinations. Alors aujourd'hui, on est à peu près à environ 70% de nos huiles essentielles issues de nos cultures et de nos transformations, et on va atteindre avec les nouvelles plantations autour de 80-85%. Progressivement, on va aller plus loin dans ce que l'on produit nous-mêmes, toujours avec comme fil conducteur la qualité et la maîtrise de la production. Un petit peu dans les grandes lignes historiques. Donc ça a pris énormément de temps quand on part de zéro, et puis il faut se remettre dans le contexte de l'aromathérapie. Voilà, il y a 18 ans, c'était pas du tout la même dynamique qu'on avait aujourd'hui. Quand on est arrivé
sur le marché de l'huile essentielle en parlant en gros l'huile essentielle de Madagascar, que nous avons regardé bizarrement, vu quel intérêt, pourquoi Madagascar, c'était pas connu, hein, il y avait tout à créer, tout à expliquer. L'aroma, c'était voilà, c'était encore naissant, ça avait un côté un peu mystique, un peu ésotérique, donc il a fallu casser un petit peu tout ça pour expliquer non. Ça avait une vraie valeur thérapeutique avec des vrais éléments analytiques, donc pour laisser un petit peu tout dans ces aspects-là. Donc, créer la structure commerciale, créer la production, c'est très 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 bon. Et puis on essaie vraiment de focaliser notre projet sur du long terme. C'est-à-dire de vraiment créer des systèmes, notamment agricoles, qui ont pas une vision à 5 ans, pas une vision à 10 ans, mais à 15 ans, à 20 ans, on essaie vraiment de se projeter sur un vrai temps agricole, hein, puisque l'aromathérapie aujourd'hui se développe très très vite, hein, tout va très très vite, tout le monde demande de plus en plus, de plus en plus. Oui, mais les ressources, oui, mais les capacités de production. Et au niveau agricole, va faire 20, 25%, 35% en plus chaque année, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut se remettre dans le contexte, oui, les huiles essentielles. C'est de l'agricole avant tout, c'est des plantes, c'est beaucoup de plantes, c'est de la transformation, c'est de l'énergie, c'est beaucoup de travail. Et il faut se remettre dans ce contexte et accepter que ça doit croître de façon équilibrée et pas de façon excessive. Et j'imagine au niveau de la production, déjà, sur la première étape, que ça impose à réfléchir à cette consommation d'énergie déjà qu'on va faire pendant la distillation et à anticiper en fait tous ces éléments. Énormément d'anticipation. D'activité agricole, mais là je pense que les huiles essentielles ça me demande beaucoup. Et moi on essaye d'avoir dans nos systèmes de production des systèmes qui soient vraiment les plus cohérents possibles, et j'essaye de créer ce que j'appelle moi des biosphères aromatiques, c'est-à-dire d'avoir des systèmes agricoles qui soient le plus clos possible, le plus fermé possible, mais on a le minimum d'intrants, c'est-à-dire on a le minimum de produits qui viennent de l'extérieur. Donc on essaie vraiment de fonctionner sans apport extérieur, et donc pour ça, par exemple au niveau du bois chauffe, on ne va pas aller prendre du bois de l'extérieur, des forêts ou d'autres sources. On essaie vraiment de gérer, d'être totalement autosuffisant sur le combustible. Et il faut du bois, bien sûr, pour distiller. Donc ça, c'est un aspect, mais il y en a plein d'autres. De ne pas faire venir des matières premières de différentes régions, mais d'utiliser simplement les plantes que l'on a sur nos cultures ou en cueillette vraiment à proximité. Donc vraiment d'avoir ce système totalement autonome, totalement cohérent au niveau agricole. Et ça, oui, ça demande beaucoup d'anticipation et beaucoup de prévisionnel à long terme pour pouvoir équilibrer le développement et puis savoir à un moment dire non, là, on ne peut pas faire plus. On a produit tant, ça ne sert à rien de vouloir faire plus, on ne va pas aller prendre des ressources ailleurs, il faut qu'on reste sur la même qualité, la même stabilité, donc il faut se satisfaire de ce qu'il y a. Et c'est vrai que notre grande force aujourd'hui de notre structure, c'est de pouvoir produire et commercialiser en direct. Donc, de pouvoir être complètement autonome et de ne pas avoir à compter sur un apport extérieur qui pourrait nous bloquer. Et donc, ça va nous permettre d'être par exemple en rupture, d'accepter d'être en rupture. Si on n'a pas, tant pis, on va pouvoir continuer de cette manière-là. D'accepter d'être en rupture, mais du coup, ça permet d'assurer la qualité, toujours la même et toujours celle de plus. C'est bon. Je crois que aussi une difficulté, cette notion du temps, autant au niveau des ressources, elle peut être difficile à Madagascar, mais aussi au niveau du partenariat fait avec les producteurs, les personnes sur place qui travaillent avec nous. Ce partenariat à long terme, ce n'était pas forcément une des choses évidentes au départ, non ? De pouvoir trouver des personnes qui aient envie de mettre en place ce travail-là dans la durée. Surtout, c'est compliqué quand on arrive. Nous, on avait au départ des tout petits volumes d'achat de producteurs. Donc, si vous allez voir un producteur et vous dites je peux vous faire travailler toute l'année sur des volumes conséquents, il y a une écoute et on va pouvoir mettre en place une démarche qualité ensemble.
Mais nous, ayant des tout petits volumes, on avait parfois du mal à leur dire, voilà, je peux prendre qu'une partie de ta production, est-ce que tu vas être d'accord pour respecter nos critères de qualité? Donc, on s'est plutôt orienté vraiment vers des toutes petites structures de production qu'on a soutenues, avec lesquelles parfois on les a équipés, en fait, on a installé les alambics chez eux, et qu'on a pu vraiment mettre en place des partenariats sur du long terme. Il y a des producteurs avec qui on travaille depuis maintenant 10-15 ans, vraiment sur des partenariats où chaque année, on va fixer les quantités d'huile essentielle à produire, on va fixer les qualités, les conditions de production. Et là, ça permet de mettre vraiment en place des partenariats à long terme. Ouais. Et justement, tu parlais des alambics. Dans ce que tu as créé, mis en place, je crois que ça fait partie aussi de ce que toi, tu as créé, en fait, hein, ces alambics que tu as toi-même conçus ou imaginés et qui peuvent faire, qui font la différence sur le résultat final, sur l'huile essentielle que tu obtiens. Oui, alors, on a fait un gros travail en effet sur le process de distillation. Il faut savoir qu'à Madagascar, quand on visite un petit peu, quand on regarde un petit peu comment les distillateurs dits traditionnels fonctionnent, et qu'on a le regard un petit peu de technicien, quand on fouille un petit peu sur la qualité des chaudières, les cuves, etc., on s'aperçoit qu'il y a énormément de défauts. Très souvent, les producteurs ont du matériel qui est mal paramétré, qui est mal réglé, qui est mal proportionné. On a des chaudières trop petites, trop grandes, des réfrigérants qui fonctionnent mal. Donc, il y a énormément. Donc, moi, ça a été en fait une de mes premières activités à Madagascar, c'était d'améliorer les conditions de production chez les petits producteurs malgaches. Donc, je les ai formés, on a vraiment suivi ça. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on a pu développer nos propres sites de production, j'ai donc développé nos propres alambics. Et donc, on est parti sur des petits alambics, des alambics de 600 litres. Donc, c'est vraiment des toutes petites cuves. On a fait une première cuve, c'était en 2006-2007. On a testé, on a amélioré pas mal de choses et on a repensé tout le système. On a reparti à zéro, on a reproportionné les chaudières, on a reproportionné les cuves, les réfrigérants, les essenciers, et on a développé en fait un système qui est de la distillation à Bordeaux classique, mais quand même avec des aspects techniques qui nous permettent surtout de diminuer les phénomènes d'hydrolyse. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une plante qui va être le moins mouillée possible, qui va être vraiment pour lequel on va avoir préservé en fait les molécules les plus hydrophiles, donc on va mouiller le moins possible. On va aussi utiliser des temps de distillation très longs. Enfin, il y a pas mal d'aspects au niveau du process qui nous permettent de sortir des huiles essentielles qui sont quand même très typées par rapport à ce qu'on va trouver habituellement sur le marché. Donc oui, le process, la méthode de distillation a un aspect très très important. Vous prenez une même plante, même qualité, vous distillez dans une cuve de, je sais pas, 5000 litres, 3000, 5000 litres, et dans une petite cuve de 600 litres, vous obtenez des huiles essentielles complètement différentes. C'est remarquable. L'impact de la distillation est très très important. Le but de tout ça, c'est d'obtenir quelque chose que la distillation transforme le moins possible, en fait, qui reste au plus proche du végétal initial. C'est ça, ouais. Moi, c'est vraiment une démarche de recherche de qualité authentique, de naturalité. Parce que quand on parle de qualité des huiles essentielles, on peut se poser la question, mais c'est quoi la qualité? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche à satisfaire, à répondre à la demande du client qui va nous dire ça doit sentir cette qualité d'arôme, ça doit avoir tel composant, et puis ça va être vendu à tel prix? Est-ce que c'est ça la qualité d'une huile essentielle? Alors si on se place dans cette position, on va intégrer tous les principes un peu industriels de la qualité, le management de la qualité, etc. Alors ça marche très bien, on pourrait dire, si on se place dans le cas d'une pièce, d'une machine qu'on va fabriquer dans une industrie qui doit avoir des codes bien précis, un poids bien précis, une résistance bien précise, une matière bien précise. Mais là, nous, on n'est pas sur une matière industrielle, on est sur un produit naturel. Donc il faut se remettre dans ce cadre-là, et si on conçoit qu'une essentielle est un produit naturel, on doit voir la qualité d'une façon complètement différente. Et le fil conducteur le plus important, c'est de dire, voilà, ce que tu disais, Laurine, c'est qu'il faut que mon produit en final soit le plus possible authentique et représentatif de ma plante à l'origine, qui véhicule vraiment le végétal, mais aussi un aspect super important, qui véhicule le terroir. Et ça, le terroir, c'est une notion. Alors, on parle de l'huile essentielle de Madagascar, c'est pas assez précis, l'huile essentielle de Provence. Non, il faut aller beaucoup plus loin. Là, on va vraiment pousser sur le type de sol.
comment la plante va s'exprimer suivant si c'est un terrain sableux, limoneux, basaltique, etc. Donc il y a vraiment des expressions qui sont très très subtiles par rapport au terroir de la plante. Et ce qui est très intéressant, cette expression qui peut se voir au niveau biochimique, au niveau des éléments, parfois ne se voit pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir une perception olfactive et thérapeutique d'un changement de terroir. Et quand on regarde les bulletins d'analyse, les chromatos, on ne voit pas forcément ce qui tient, enfin, ce qui supporte cette variation biochimique. Ouais. C'est très subtil, en fait. Le résultat de la distillation, ça peut tenir à peu de choses et dans l'efficacité et l'usage aussi. Bien sûr. On avait une question d'une personne qui nous demandait est-ce que d'une année à l'autre, la composition d'une huile essentielle est toujours la même? Alors, nous, on est dans un contexte bien particulier, c'est celui des tropiques. Et les tropiques, c'est caractérisé notamment par une certaine permanence, une certaine stabilité. Donc, on ne va pas avoir les variations saisonnières que peut avoir un producteur dans les Alpes, par exemple, où il va avoir une année avec un printemps très pluvieux, des variations qui peuvent être très, très importantes. Nous, on a quand même dans les tropiques vraiment des conditions qui nous permettent d'avoir une stabilité qui est très, très importante au niveau climatique. Donc, nous, ce qu'on observe, c'est que si on distille à la même période de l'année, avec le même process, la même qualité de matière première, on arrive à avoir des compositions qui sont très, très, très stables. D'accord ? Le problème aujourd'hui des variations qu'on peut avoir sur le marché, les laboratoires ont tendance un peu à expliquer ça, les variations, en disant ah bah oui, mais la saison a été différente, etc. Mais en réalité, c'est souvent aussi parce que les huiles essentielles ont des provenances très, très diversifiées. Donc, il y a des variations dues à des provenances, mais dues aussi à des méthodes de distillation différentes. C'est-à-dire que du fait des process différents, des temps de distillation différentes, on est amené à avoir des huiles essentielles qui peuvent paraître être variables en raison du terroir ou en raison des conditions climatiques. Mais alors qu'en fait, c'est la méthode, c'est le process de distillation qui peut provoquer des variations biochimiques très, très importantes. Donc, on a tendance un peu, des fois, à confondre chémotype, composition et variation due à la qualité de la distillation. Et ça, c'est un impact très, très important. Ce qui fait que nous, notamment du fait qu'on a des distillations complètes, c'est-à-dire qu'on distille vraiment jusqu'à l'épuisement du végétal, on a très souvent des compositions biochimiques qui sont hors normes. C'est-à-dire, c'est bizarre à dire, mais on a des huiles essentielles qui sont mauvaises d'un point de vue biochimique, c'est-à-dire par rapport à la demande du marché, donc par rapport à cette vision de la qualité qui est celle de la vision industrielle et laboratoire, qui veut dire voilà, l'huile essentielle doit correspondre à tel composant, tel composant, tel composant. Et bien nous, du fait qu'on distille trop bien, qu'on a une trop belle qualité de matière première, très souvent, on va sortir de ces profils-là. Et vu qu'on a cette liberté de pouvoir produire et vendre en direct, qu'on n'a pas cette contrainte du marché qui va nous dire non, ça va être tel composant, et ça va être tel prix, à nous de pouvoir valoriser notre produit par ses spécificités. Alors on peut se poser la question, oui, mais est-ce que dans ce cas-là, est-ce que vos huiles essentielles ont les mêmes propriétés? Ce n'est pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes composants, ça n'agit pas de la même manière. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on ne perd rien, mais on gagne. C'est-à-dire que c'est comme si on upgradait un peu nos huiles essentielles. On a tous les composants de base, on a toute l'action de base, mais en plus, on va compléter, on va affiner, on va gagner en profondeur d'action, on va gagner en subtilité, notamment au niveau psycho-émotionnel. C'est-à-dire qu'on a des huiles essentielles qui ne sont pas du tout décrites pour des aspects psycho-émotionnels et produites comme on les produit. Là, elles vont ouvrir là et on nous toucher au niveau psycho-émotionnel. Donc, de la finesse, de la profondeur, on s'aperçoit aussi qu'on a très souvent des meilleures tolérances cutanées, des meilleures tolérances sur des cures à long terme, par exemple au niveau digestif. Donc, on gagne en fait en finesse. Mais c'est vrai que parfois, au niveau du chimique, et même parfois au niveau de l'odeur, moi, ça m'est arrivé sur certaines huiles essentielles, quand on a commencé à commercialiser nos propres productions, où les gens nous disent tiens, l'huile essentielle du niaouli, par exemple, ce n'est pas le niaouli. Je dis oui, mais vous connaissez le niaouli? Bah oui, j'en ai l'habitude d'en acheter. Oui. Mais est-ce que vous avez déjà froissé une feuille de niaouli, senti une feuille de niaouli pour savoir véritablement ce que sentait le niaouli? Et comme nous, on travaille sur des plantes pour lesquelles on n'a pas de référence, qui a senti la feuille de niaouli, qui a senti une écorce de catchafeuille, une feuille de famuti, une feuille de Didymium coronarium, le gingembre papillon, personne ici quasiment. Donc on n'a pas les références olfactives comme on pourrait avoir sur la lavande, du romarin, du thym. Donc forcément, on est biaisé par les qualités qui sont disponibles. Et quand on propose un vrai produit authentique, parfois c'est compliqué. Et ça serait
beaucoup plus confortable pour moi de dire on répond à la demande, on ne s'enquiquine pas, on vend ce que les gens nous demandent, et puis on ne se complique pas la vie, quoi. Mais moi, c'est pas du tout dans mon éthique, et je veux avoir un produit qui soit vrai, qui soit authentique, et qui véhicule, encore une fois, la naturalité, qui véhicule véritablement la plante, et qui véhicule véritablement notre terroir. Et je pense que c'est par là où on va porter une aromathérapie plus diversifiée, plus complète, et donc plus précise au niveau thérapeutique. Parce que plus on va compléter avec des huiles essentielles différentes, alors ça rendra un peu le travail tout le monde compliqué, mais derrière, on pourra choisir vraiment, suivant le terrain, suivant le patient, suivant les besoins, l'huile essentielle du terrain qui correspond exactement aux besoins. Et c'est ça aussi tout le travail, bien sûr, qu'on a fait sur les huiles essentielles nouvelles. Et ça amène aussi, quand ces questions se posent, de disponibilité de la ressource, à avoir beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de solutions quand on a cherché à diversifier la production et à avoir des huiles de meilleure qualité au niveau de la quantité. On ne va pas les utiliser de la même façon exactement. C'est vrai que moi je suis un peu aujourd'hui en désaccord avec ce qui est devenu l'aroma. C'est-à-dire qu'on a voulu démocratiser l'usage des huiles essentielles parce que commercialement c'était porteur, il faut dire ce qui est. Donc on a voulu en mettre partout, à toutes les sauces, dans des préparations cosmétiques. Enfin voilà, on en voit partout des huiles essentielles, mais il faut se poser la question ce que c'est qu'une huile essentielle. Moi je vous avouerai, des fois, certaines de mes productions, j'ai pas envie de les vendre. Parce que quand je me remets au contexte de tout ce qu'il a fallu pour les produire, on a envie de se les garder pour soi, se dire non, c'est quand même, on a vraiment bossé pour les faire, il faut transmettre, quoi. Mais parce qu'on a, pour nous, une huile essentielle, c'est pas une facture, quoi, c'est pas un prix d'achat, c'est du travail, quoi, c'est du travail agricole, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'investissement. Donc voilà, et puis c'est tout ce qu'il y a derrière, quoi, en termes de temps, oui, et forcément, on a une relation qui est complètement différente avec le produit. Et quand on voit ce qui sort d'un alambic, ce qui coule, la quantité de plantes qu'on a mis, le temps qu'il a fallu, quand on se remet dans ce contexte-là, on appréhende les huiles essentielles de manière complètement différente. Rendez-vous compte de ce que c'est. C'est-à-dire qu'on a un flacon qu'on met dans la poche, qu'on transporte partout, qu'on ouvre, et qui a une concentration de parfois plusieurs dizaines de kilos de plantes. Et on oublie ça. Cette magie d'ouvrir un flacon et d'avoir le nez dans la concentration de l'arôme du végétal, disponible comme ça directement, et cette concentration qui est exceptionnelle. Et on a perdu cette notion de puissance, d'efficacité subtile, de cette notion de quintessence du végétal. Et c'est dommage, quoi. Faut replacer les huiles essentielles dans cette vérité, dans ce respect du produit, parce qu'il ne faut pas les utiliser n'importe comment, il faut les utiliser avec parcimonie, prendre le temps de bien les respirer, de bien les utiliser, de rentrer en contact avec le végétal aussi, c'est vachement important. D'avoir ces huiles essentielles qui sont formées dans des gélules, dans des produits dans lesquels on n'a pas le contact avec la plante, ça coupe toute une partie. Quand on utilise une huile essentielle, même si on va l'ingérer, on ouvre le flacon, on respire, il y a déjà un premier message qui passe, une première information. Après, on peut la mettre dans une gélule, d'accord. Mais déjà, de respirer, l'arôme, c'est la base de l'action de l'huile essentielle. Et ça, on commence à l'oublier parce qu'on calque aux huiles essentielles les principes, je dirais, de la galénique, de l'approche du principe actif à mettre dans différentes préparations. Il y a une question, une personne qui nous demande comment vous faites, quand vous faites le test, comment déterminez la durée de distillation. Si tu veux répondre, je pense que ça va nous amener à un sujet sur la recherche qui est faite. Alors, de manière générale, moi, quand je distille une plante pour la première fois, que je n'ai jamais distillé, je n'interroge pas les collègues, je ne pose pas de questions, je ne me renseigne pas, j'essaie vraiment d'expérimenter par moi-même. Donc, des fois, il y a des ratés, il faut dire ce qu'il y a, des fois, on se plante, on ne sait pas, on n'y arrive pas, mais généralement, par l'expérimentation, on arrive vraiment à développer nos propres process. Donc, qui
qui va se définir par la manière de récolter, la manière de préparer la plante. Aussi, j'élargis un petit peu la question, mais la manière de préparer la plante est très, très importante. Est-ce qu'on va distiller en frais? Est-ce qu'on laisse sécher? Dans quelles conditions on laisse sécher? Lumière, pas lumière, combien de temps? Donc ça, c'est toute une expérimentation qui prend du temps. La qualité de la matière première aussi qui va être récoltée. D'une manière générale, on va toujours essayer d'avoir la matière première la plus noble possible. Par exemple, de ne pas les couper les branches, de les récolter que les feuilles, de vraiment avoir une matière première très, 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 très précise et très qualitative au départ. Alors après, sur les temps de distillation, il suffit de regarder, c'est pas compliqué. Moi, j'ai toujours des essenciels en verre qui équipent nos alambics, et j'aime bien prélever tout au long de la distillation. C'est-à-dire que je n'attends pas que la distillation soit finie pour prélever. Déjà, j'ai toujours peur de perdre l'huile, que ça déborde, que ça se renverse, que l'essentiel se casse. Donc, je prélève, je regarde progressivement. Et pour ceux qui ont déjà suivi une distillation, ils ont pu observer qu'il y a une évolution très particulière de l'arôme de l'huile essentielle, de la couleur et de la texture de l'huile essentielle. Alors, c'est plus ou moins marqué sur les plantes, mais globalement, vous avez souvent des huiles essentielles assez limpides au début, et puis après, des couleurs un petit peu plus foncées, un peu plus jaunes. Après, vous avez des couleurs parfois qui sont splendides. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, la distillation du poivre. Au début, c'est parfaitement limpide, après un peu jaune. Après, ça tire sur le bleu, et enfin, c'est vert. Donc, c'est très, très particulier. Pardon, excusez-moi, à l'inverse. C'est vert, et ensuite, ça finit par bleu, pour être précis. Donc, on a ces évolutions de couleurs, et aussi l'évolution de la texture. Oui, parce que forcément, plus on va distiller pendant longtemps, plus on va sortir des huiles essentielles à longue chaîne carbonée, lourdes, qui vont avoir une certaine consistance, une certaine épaisseur, notamment les C15, c'est ce qui terpène, c'est ce qui terpénol. Et donc, vous voyez dans l'huile essentielle qui va arriver en fin de distillation, vraiment quelque chose de beaucoup plus consistant, beaucoup plus épais. Et d'ailleurs, quand on va remélanger les fins de distillation avec l'ensemble, ça crée des troupes, ça crée des couleurs qui sont assez superbes. Donc, je dirais que par expérience, on se fixe des temps de distillation minimum, alors qui sont très, très, très longs. Je parlais du Niaouli tout à l'heure, le distillateur classique qui distille 3-4 heures le Niaouli, avec en plus des chaudières qui ne sont pas puissantes. Non, des chaudières qui sont très puissantes par rapport à la taille de nos alambics. Et on distille 12 heures. Parce qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas forcément le temps de distillation, mais c'est le volume de solvant qu'on fait passer dans la plante. Le solvant étant la vapeur d'eau. Parce que vous pouvez distiller pendant très longtemps avec une petite chaudière qui ne pousse pas du tout. Vous avez l'impression de distiller pendant longtemps, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de volume de vapeur qui est passé dans la plante. Donc ça correspond à une distillation incomplète. Donc, un gros volume de vapeur, distillation très très longue. Donc, on établit un temps de distillation moyen pour chaque plante. Et après, moi, ce qui est important, c'est qu'au cas par cas, on observe. Parce que parfois, suivant comment a été menée la chauffe, suivant le taux d'humidité de la plante, il va falloir distiller un petit peu plus longtemps. Et donc, on observe, on regarde comment ça se passe, comment ça vient. Et puis après, c'est quand on va ouvrir la cuve, on va regarder la plante, si c'est cuit, en fait, si c'est digéré, si la plante n'a plus du tout de composants aromatiques, si elle est totalement épuisée. Puisque vraiment, l'idée de notre approche, c'est d'aller épuiser le plus possible tous les composants aromatiques qu'il y a dans le végétal pour, encore une fois, que tout ce qu'il y a dans la plante et ce qu'il y a dans l'huile essentielle, ça soit le plus représentatif possible. Voilà. Ok. Et je crois que tu fais un très gros travail aussi de recherche depuis le démarrage d'Astéral. Nous faisons, parce que je ne suis pas tout seul. Astéral, je ne suis pas tout seul. Ouais. Que vous faites un très gros travail de recherche en aroma, autant justement sur des huiles qui peuvent nous paraître communes, comme le Niaouli, on dit qu'on connaît on a fait le tour, mais en fait, non. Et autant sur aussi de nouvelles distillations, des plantes qui n'ont pas forcément été distillées ou pas analysées, qu'on connaît mal, et on a besoin de mieux connaître aussi par la vision biochimique, même si je crois que connaître une huile essentielle, ça sera une deuxième question. C'est une deuxième question. Alors, sur la recherche, c'est vrai que sans prétention, on fait partie des gens qui ont fait bouger plus l'aromathérapie depuis 18 ans, puisque qui connaissait, commercialisait du cachafa et du sarro. On a été les premiers à commercialiser le sarro en mars 2003, à décrire les propriétés, gingembre, papillon, maniguette, les hélicryses malgaches. C'était pas connu, c'était pas différencié. Famouti, Manavao, Ergo des Rois, donc tout ça, voilà, c'était vraiment notre travail de recherche. Et tout ce que vous trouvez dans la bibliographie à l'heure actuelle sur ces huiles essentielles, c'est parti des petites publications que l'on a fait, donc avec nos moyens, avec nos outils, mais on était vraiment les premiers à décrire ces huiles essentielles. Donc là, c'est vrai qu'on a
on a sorti moins depuis quelques années parce qu'on a un gros travail de production. Et puis, c'est vrai que là, on a travaillé sur des plantes, je dirais, assez disponibles. Et là, on a moins l'occasion de développer des nouvelles huiles essentielles, mais il y en a toujours quelques-unes dans les tiroirs qu'on sortira au fur et à mesure. Moi, c'est toujours un travail qui m'a intéressé de pouvoir comme ça. C'est des rencontres, en fait. Hein. Un jour, hop, vous tombez sur une plante, vous la sentez, vous dites, waouh, fantastique, il y a quelque chose dans cette plante. Il faut regarder la bibliographie, il n'y a rien. Tiens, c'est bizarre, personne n'a jamais décrit cette huile essentielle. Ça, il faut s'imaginer, on a travaillé sur des plantes sur lesquelles il n'y avait absolument rien. La première fois, moi, j'ai sorti du ptérocolon d'écurins, où j'ai distillé cette plante qui a donné l'huile essentielle d'herbe des rois, et on n'a trouvé aucune publication sur le sujet. Comment cette plante, on a pu passer à côté de cet arôme tellement incroyable, qui touche avec une profondeur. Voilà, l'herbe des rois, c'est quelque chose de magnifique. Donc oui, de pouvoir comme ça sélectionner une plante, trouver les bons sites de cueillette, mettre en place tout le process de distillation. Puis là, on peut encore moins demander à des collègues parce que personne n'a aucune référence. Donc c'est vraiment de la pure expérimentation. Et puis découvrir les composants biochimiques, de voir un petit peu comment on peut orienter les actions thérapeutiques, la sentir, pressentir ses actions, la présenter à des thérapeutes, faire les échanges, voir un petit peu comment on peut orienter. C'est hyper intéressant. Donc ça s'opère, je dirais, sur des huiles, sur des plantes comme ça qui sont complètement méconnues. Mais aussi, j'ai eu à cœur de redécouvrir, comme tu le disais, des huiles essentielles qu'on croit connaître, qu'on croit bien décrites, mais aujourd'hui, par exemple, qui vous parlent de l'activité sédative, relaxante, anti-inflammatoire, antalgique, des acides de l'eucalyptus citronné. Personne, on parle du citronellal, parce que c'est le principe, la molécule principale, mais pourtant derrière, il y a ces acides qui sont super importants, qui caractérisent énormément l'action de l'eucalyptus citronné, et qui sont ignorés, et souvent peu ou pas présents, parce qu'on est sur des distillations courtes, et parce que les normes imposent des distillations courtes pour avoir des taux de citronellal assez élevés. Et donc, à partir du moment où vous distillez, donc je repars un peu sur la qualité, mais c'est intéressant cet exemple, en ayant des distillations complètes, on a ces acides qui sont hyper importants, qui vont arrondir le citronellal, qui vont vraiment l'adoucir et qui, au niveau thérapeutique, vont vraiment apporter de la profondeur, de l'intensité, avec un effet psycho-émotionnel beaucoup plus marqué. Mais derrière, l'impact, c'est que le taux de citronellal chute. Donc, vous sortez des normes. Voilà, donc moi, faire ce travail de recherche précis, de par exemple m'amuser à fractionner les huiles essentielles pour voir la qualité biochimique qui va venir tout au long de la distillation, ça va me permettre de nous conforter dans les perceptions qu'on peut avoir. Parce qu'on sent les huiles ensemble, avec mon épouse, par exemple, on perçoit des choses, on fait tester, mais il faut de la matière, quoi. Il faut derrière une analyse pour que je ne passe pas pour un boussager quand je vais voir un pharmacien et que je puisse lui montrer, voilà, je ne suis pas dans le métaphysique, je ne suis pas barré n'importe où. Non, notre huile essentielle, elle est comme ça, elle a ses particularités, elle a ses arômes, elle a ses effets, parce que derrière, il y a une composition biochimique particulière. Et donc là, on est en train de passer une étape supérieure à ce niveau-là, au niveau biochimique, parce que malgré, je dirais, tout l'intérêt que je porte aux approches plutôt intuitives, de ressenti, etc., c'est pas autant que je me coupe aux approches analytiques. J'essaye vraiment de me nourrir, de se nourrir à tous ces niveaux-là. Et c'est pour ça que là, on va directement dans notre laboratoire intégrer en fait des systèmes d'analyse qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin que des analyses classiques qu'on va voir dans les laboratoires standards. On va aller vraiment chercher des composants très spécifiques, très pointus, et avec une méthode qui est très très originale, qu'on va pouvoir intégrer en fait aux mesures physiques l'olfaction, c'est-à-dire qu'on va pouvoir introduire et relier ce qui est souvent séparé, parce qu'on a un peu ces deux approches aujourd'hui. Là, on a l'approche très analytique, d'accord, et puis après l'approche plus sensible, olfactive. Et l'idée, c'est de pouvoir un peu réintroduire les deux et relier de façon très rigoureuse et de façon très scientifique les deux approches. C'est innovant, là, quand même. Ah oui, vous savez, moi, j'ai pas, encore une fois, sans prétention, mais on a toujours eu 10-15 ans d'avance en aroma. Oui. Voilà, parce qu'on est toujours dans la dynamique et puis parce que l'aspect recherche, moi, c'est ça qui nous stimule, quoi. C'est ça qui faire toujours la même chose. Moi, j'aime m'enrichir de nouvelles productions, de nouveaux tests, d'essais, de ne pas être dans la routine, parce que quand on est dans la routine, au moment, voilà, on n'a plus la même énergie, et il en faut beaucoup pour maintenir une activité comme la nôtre. Donc, si on commence à tenir dans la routine,
commence à se fatiguer, on a moins d'énergie, et là, c'est là que les problèmes arrivent. Donc, il faut de la stimulation quotidienne, et c'est vrai que l'aspect biochimique, mais d'autres, c'est très stimulant. Donc, il ne faut pas non plus se tomber aussi dans le risque de l'approche très biochimique, c'est que, notamment la chromatographie, c'est fait pour scinder, c'est fait pour découper. Donc on découpe. Une fois qu'on a tout découpé, qu'on a analysé les parties, si on n'est pas capable de réunir et de repercevoir la plante dans son ensemble, on a perdu ce qui était l'essentiel, qui est l'ectotome. On ne voit pas l'unité. L'appareillage de chromatographie n'est pas fait et on n'a rien pour voir l'unité. Le seul appareil qu'on a pour voir l'unité d'une plante, il est là. Donc il faut l'utiliser. Il faut utiliser l'olfaction. Voilà. Il faut l'utiliser comme moyen de découverte des huiles essentielles, de distinction, d'appréciation. Et ça, je remercie tous les gens qui font des formations en aroma, qui apprennent aux gens à sentir les huiles essentielles. Parce que nous, derrière, on a de plus en plus des gens qui sont critiques et qui ont un regard, qui sont capables de reconnaître la qualité de nos huiles essentielles. Ce qui n'était pas forcément vrai il y a 15 ou 18 ans. De plus en plus, les gens sentent nos huiles essentielles, les ressentent et sont capables de nous dire ça, c'est super. Et là, vous avez fait quelque chose de moins bon. Et donc, ça nous stimule encore plus à améliorer la qualité. Parce que faire de la qualité, et si en face de nous, on n'a personne qui la comprend, on n'a personne qui est capable de ressentir tout le travail qu'on a fait, c'est pareil, on a fait tout ça. Et alors, si ça ne véhicule pas une efficacité, si ça ne véhicule pas un plus thérapeutique, si ça ne véhicule pas une appréciation des utilisateurs, c'est pas... on s'épuise, quoi. J'ai perdu le fil, pardon, mais... Non, mais on y était. C'était quoi, il y a quand même une synthèse de tout ça, dont on parle souvent, qui est l'approche analytique. Donc cette approche biochimique, c'est aussi quand on parle de chémotype, il y a plusieurs mots là-dessus. On parle d'analyse de chémotype, qui sont en fait toutes les normes chimiques posées sur les principes actifs de l'aroma vus un par un et avec assez peu de vision de ce que ça représente, mais aussi de vision du fait que parfois sortir des normes, être norme, comme tu dis, ça peut être bénéfique et que cette approche biochimique est très utile à l'usage de l'aroma. Il ne faut surtout pas la rejeter. Mais ça peut être un outil en fait à l'utilisation et pas bloquant. On ne va pas se bloquer une essentielle parce qu'elle sort des normes. Il faut d'abord en effet. Non, mais par contre, il faut être capable de la distinguer. C'est-à-dire que le consommateur ait l'information de la particularité de ce produit, de ce qu'il véhicule au niveau thérapeutique derrière. Voilà. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut rentrer sur quelques huiles, sur quelques propriétés de certaines huiles essentielles? Je pense déjà dans les huiles de Madagascar, en usage très fréquent, il y a la sphère anti-infectieuse. Je ne sais pas si toi, tu as quelques huiles que tu... Alors, juste quand même, pour rebondir à ta question et ce questionnement sur la biochimie, je pourrais parler d'une essentielle qu'on a décrite, c'est le gingembre papillon, l'Edythium coronarium, qui n'est pas du tout dans l'aspect anti-infectieux, mais qui est intéressante parce que quand on regarde la composition biochimique de cette huile essentielle, on est bien embêté parce que c'est d'une banalité affligeante. C'est alpha, bêta-pinène, des monoterpènes, C10, il n'y a rien, c'est un conifère. Vraiment, c'est inintéressant possible. Donc, si vous mettez une CPG de l'Edythium coronarium, donc gingembre papillon, devant un chimiste qui ne voit pas la plante, qui ne regarde que par la composition biochimique, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que tu as appris sur les monoterpènes? Pas grand-chose. C'est antiseptique, c'est stimulant, désinfectant atmosphérique, cortisone nacre, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est très, très pauvre. Et bien sûr, on ne distingue pas non plus, c'est quoi l'alpha, pinène, l'étapinène, le limonène. Voilà, on fait ces grandes familles de composants aromatiques. Et c'est très, très superficiel. Déjà, au niveau de chaque composant. Et puis, en plus, l'essentiel, ce n'est pas un composant, quoi. C'est des centaines de composants. Et donc, on est complètement paumé, il faut dire vrai. On est complètement paumé quand on a l'approche de voir comment se conjuguent toutes ces molécules. Le totem, on est incapable de le saisir de façon analytique, quoi. Donc, saisir le gingembre papillon simplement par la biochimie, c'est impossible. Donc, il faut comprendre d'une autre manière. Il faut comprendre
ce que c'est que l'édicium coronarium au sein des Ingibéracées, au sein des Ingibera, au sein des monocotylédones, voir sa spécificité génétique, voir comment elle pousse, son expression morphologique qui est très très particulière, et voir son arôme, comment il agit, de tester. Et donc ça, c'est un travail de terrain avant tout, c'est un travail de producteur, c'est un travail de la connaissance du végétal. Donc oui, à la biochimie, je dirais, dans la connaissance sécuritaire, c'est super important de pouvoir comprendre que dans telle huile essentielle, il n'y a pas de molécules potentiellement toxiques qui limitent les usages, etc. C'est super important. Oui, à l'amélioration des connaissances, parce que peut-être que demain, dans l'édicium coronarium, l'agent Jean Papillon, on va avoir découvert certaines molécules très, très spécifiques à des proportions extrêmement fines qu'on n'a pas aujourd'hui parce que c'est une molécule qui est coéluée dans le pic d'alpha-pinène, donc on n'a pas vu dans le pouillème de la matrice de l'huile essentielle, pour utiliser vraiment des termes de biochimie, il y a vraiment une molécule très particulière, très, très singulière. On est passé à côté. Donc, il faut continuer ce travail d'inspection très fine, très pointue de la composition biochimique des huiles essentielles, parce que c'est infini, c'est abyssal. On commence à rentrer dans une analyse, mais en fait, je crois que plus en fait, nos méthodes d'analyse vont s'améliorer, plus on va découvrir des nouvelles molécules, quoi. Et plus on va s'apercevoir en fait qu'il y a souvent une base très très commune entre les différentes huiles essentielles. On a comme ça un pool de molécules très commun et qu'on a des différences dues à la répartition de la proportion des molécules, mais qu'on a tout simplement parce que les plantes, ça fonctionne un peu toutes de la même manière. On a un peu le même métabolisme, donc les voies de synthèse des huiles essentielles sont très communes, quoi, donc il y a un gros travail à faire aussi au niveau biochimique. Mais à l'heure actuelle, il faut encore une fois approcher les plantes d'une manière vivante, parce que c'est des produits vivants. Et il faut essayer de les toucher, de les appréhender pour ce qu'elles sont, pour des produits vivants, essayer de les rencontrer de cet aspect-là, de cette manière-là, et pas nous séparer d'elles, parce que c'est ça un petit peu le risque avec la biochimie, avec les éléments analytiques, ou même avec toute la bibliographie. Quand vous voulez découvrir une huile essentielle, avant d'ouvrir n'importe quel bouquin, prenez le temps de la sentir et de la ressentir. Une fois que vous l'avez bien senti, bien ressenti, vous allez voir ce que dit tel ou tel auteur. Comme ça, après, vous enrichissez, vous voyez des perceptions. Mais vraiment partir sur cette base-là est très, très importante. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est que quand on a cette approche-là, au niveau pédagogique, au niveau mémorisation, c'est bien meilleur. Parce que quand on prend les bouquins, qu'on fait ces petites fiches avec les propriétés principales et contre-indications, on a besoin de conseillers qui disaient « Ah, il faut que j'aille voir mes fiches ». Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas intégré l'image de la plante. On ne l'a pas intériorisé. Alors que quand on passe par un ressenti, par une perception, alors qui est bien sûr propre à chacun, donc ça pourrait être un autre aspect, c'est-à-dire qu'il faut dépasser les approches sensibles qui commencent à se développer en aromathérapie. C'est très bien les approches sensibles, mais il faut dépasser ça. Parce que c'est limité aussi à des perceptions personnelles. On peut généraliser. On peut généraliser sur des faits spécifiques, mais il faut essayer de dépasser justement ces perceptions personnelles pour atteindre un degré, je dirais, plus de conscience, de vision de la plante, qui est très difficile bien sûr à atteindre, mais qui est très utopique, mais qu'il faut viser. Donc simplement pour dire que travailler de cette manière-là, ça va vous permettre de mémoriser beaucoup mieux, d'avoir vraiment une image de la plante et qui permettra après, instinctivement, quand par exemple un thérapeute est en face d'un patient, de pouvoir faire correspondre exactement l'image de la plante avec l'image du patient, parce que c'est ça l'objectif. C'est de répondre à une problématique thérapeutique, à une problématique de terrain, en trouvant l'image de la plante qui correspond à l'image de ce patient et trouver une correspondance. Et ça, c'est du domaine du ressenti propre à chaque thérapeute. Il faut qu'il ait incorporer la particularité de chaque végétal. Alors, pour répondre un peu à cette question des grandes huiles essentielles anti-infectieuses, bon, moi je porte évidemment énormément d'huile essentielle de sarrau, parce que c'est un produit sur lequel on a beaucoup parlé et moi qui m'a personnellement énormément guidé. Alors souvent qui est comparé un petit peu au Ravinsar, alors 2 mots là-dessus. Moi, ce que j'aime dans le sarrau, c'est qu'il y a une tonicité, une chaleur, un côté tonique immunitaire beaucoup plus marqué. Le sarrau, c'est combattant.
quand vous mettez du sarreau, il y a une énergie, il y a une volonté, il y a vraiment ce côté très protecteur, très rempart, armure véritablement, qui est très facilement perceptible. Mais en même temps, ce qui est intéressant, et ce qu'on retrouve beaucoup dans les huiles essentielles malgaches lorsqu'elles sont bien produites, c'est qu'en même temps qu'il y ait cette force, cette vitalité, cette tonicité, en même temps, c'est pas trop. C'est-à-dire que c'est pas, ça ne va pas énerver, ça ne va pas trop stimuler. Ça reste un bon rééquilibrant, notamment rééquilibrant du système nerveux. Donc il y a cette énergie, cette volonté, cet élan, mais en même temps, c'est pas moi qui ai un tempérament plutôt énergique. Si par exemple je mets un peu trop longtemps un sapin, des choses comme ça, bah, très rapidement, je suis presque agressif parce que justement ça me tonifie trop et ça ne va pas. Alors que le cerveau, je peux en mettre pendant des semaines et des semaines, j'ai de l'énergie, mais en même temps, ça canalise. Et ça, c'est quand même assez superbe, cet équilibre qu'on peut avoir entre les deux. Alors, comment on différencie avec le Ravensar? Le Ravensar va être un petit peu plus doux, un petit peu plus maternel. Les gens qui vont trouver le cerveau un petit peu trop tonique, parce qu'ils ont une sensibilité particulière, ou chez les enfants, on va plutôt utiliser le Ravensar. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas utiliser le cerveau. Chez les enfants, on peut, il n'y a pas de contre-indication à le faire, mais je trouve que dans le principe, dans l'identité du végétal, je trouve que le Ravensar s'adapte mieux que le sarreau dans ce cadre-là. On essaie d'avoir voilà, des usages précis. Donc, sarreau, Ravensar bien sûr, Niaouli, un bon Niaouli, c'est polyvalent, c'est facile à utiliser, c'est super bien toléré. C'est une plante du nettoyage, de la purification. C'est vraiment une huile de base formidable. Quand elle est bien produite, encore une fois, bah, elle a des très très beaux aspects cosmétiques aussi, qui seraient presque plus importants que les aspects antiseptiques. Donc très protecteur de la peau, circulatoire aussi, donc vraiment aussi à valoriser de façon très intéressante en cosméto. Et on remarque, hein, même nous, au niveau des retours et d'utilisation, sur un yaourt de ta distillation, une bien meilleure tolérance en fait, de la peau, de l'organisme. C'est ça qui est difficile au niveau notamment des nouvelles huiles essentielles qu'on a développées. Parce qu'on a décrit des propriétés qui correspondent aux qualités d'huile essentielle qu'on produit. D'accord ? Par exemple, gingembre papillon, maniguette, cachafa, etc. Voilà, c'est une qualité stable, une méthode de production, etc. Et on a parfois des gens qui nous disent « Ah, bah tiens, la maniguette, ça ne marche pas, ou telle huile, ça ne marche pas. » Et en fait, on leur dit « Vous l'avez acheté, vous avez un flacon, ramenez-nous, et on sent. » Ce n'est pas du tout représentatif de ce qu'est doit être une bonne production, et on n'a pas du tout les propriétés qui véhiculent. Et pourtant, les laboratoires utilisent les propriétés qu'on a décrites pour vendre des produits en fait, qui n'atteignent pas du tout le niveau des propriétés thérapeutiques de ce que l'on produit. Donc, voilà, ça discrédite parfois un petit peu notre travail de recherche parce que les références de qualité ne sont pas du tout les mêmes. Et des fois, c'est très tenu, quoi. C'est juste une petite différence au niveau de la production, de la zone de cueillette, et vous perdez complètement les caractéristiques, voilà, je dirais la subtilité au niveau, l'équilibre que j'ai décrit du sarreau. Bah, si c'est trop tonique, si c'est trop marqué au niveau cardiaque, bah, vous perdez l'effet rééquilibrant nerveux. Donc, il faudra vraiment l'équilibre et peut être très très perdu sur des productions qui sont pas correctement faites. Hein. Alors après, d'autres anti-infectieux, je continue. Bon, le grand classique, c'est la cannelle, bien sûr. Bon, la cannelle, j'aime beaucoup parce que c'est la première huile essentielle pour laquelle j'ai vraiment ressenti l'effet thérapeutique des huiles essentielles. Pour l'anecdote, comme ça arrive souvent dans les tropiques, dans les premiers séjours qu'on peut passer dans les tropiques, où on attrape forcément des infections digestives, on ne se retrouve pas très bien. Et d'avoir pu être malade pendant plusieurs semaines, d'avoir trouvé aucune solution, et d'avoir utilisé la cannelle sous forme de traces sur la langue, et d'avoir immédiatement ressorti des contractions du niveau digestif, un apaisement incroyable, là je me suis dit, c'est ça les huiles essentielles, c'est génial, il y a un potentiel énorme. Et c'est une huile essentielle que j'aime beaucoup parce que, encore une fois, on retrouve la force, l'énergie, et quand c'est bien produit, une douceur, une rondeur, le côté sucré de la cannelle qui est formidable. Donc, ce qui est intéressant dans la cannelle écorce dite de Ceylan, ce n'est pas forcément qu'il y a un taux de cinnamaldéhyde super élevé comme certains laboratoires cherchent. Ce qui est intéressant dans la cannelle, c'est le côté sucré. C'est l'utilisation notamment pour réguler la glycémie. Et une bonne cannelle avec des écorces bien matures, bien âgées, bien distillées, c'est du sucre en barre, quoi. C'est hyper agréable, c'est doux, c'est rond. Alors ça reste, bien sûr, agressif sur la peau. Il ne faut pas oublier que ça reste quand même dermocaustique, donc il faut faire très attention. Mais on arrive, quand c'est bien produit, à vraiment arrondir, adoucir la cannelle, et ce qui permet de la rendre beaucoup plus digestive. Alors au niveau d'usage, bien sûr, on est prudent, on peut rappeler comment on va utiliser l'huile essentielle de cannelle. Moi, j'ai l'habitude de la conseiller dans une cuillère à café
d'huile végétale alimentaire. On met 1 goutte, 2 gouttes maxi, un petit peu d'huile, on met dans la bouche, on avale immédiatement, un verre d'eau et on commence le repas. Ce qui peut être bien aussi, c'est d'aller ajouter 1 goutte d'huile essentielle de curcuma qui va permettre une meilleure assimilation et d'éviter sur des cures de long terme d'avoir un effet un petit peu toxique au niveau hépatique par un effet cumulatif. Donc on intègre, traditionnellement, c'est fait en aromathérapie avec le romarin verbenone. Moi, je préfère concilier avec l'huile essentielle de curcuma. Et pour finir sur les grands anti-infectieux, il y a une solution qui est superbe aussi pour la cannelle, c'est l'eau florale de cannelle. Ça, c'est un truc qui est génial, qui est facile à utiliser. On met 8 pressions directement dans la bouche en début d'angine, par exemple, en début d'infection bactérienne ou virale. Ça marche super bien, c'est agréable à utiliser, c'est très doux. Et on a vraiment... Moi, souvent, les gens me disent « Ah, moi, quand je veux leur faire tester la cannelle, j'aime pas la cannelle. » En fait, c'est qu'ils ont la même mauvaise référence. Et quand vous leur faites goûter une belle huile essentielle de cannelle, une belle eau florale de cannelle, bien ronde, bien sucrée, c'est ça la cannelle. Oui, la bonne huile essentielle de cannelle et de céylon, c'est sucré, c'est très agréable. Oui, et les eaux florales offrent encore un éventail. Ah oui, alors ça, c'est pareil. Et au niveau de la connaissance, c'est extrêmement intéressant. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on fait des chromatographies sur les eaux florales. Quasiment aucun laboratoire fait les chromatographies. Donc, nous, on a une grosse base de données sur l'analyse de nos eaux florales, ce qui nous a permis déjà de comprendre ce qu'il y avait dedans, et donc de pouvoir bien les expliquer et bien les différencier par rapport aux huiles essentielles, parce que non, les eaux florales, ce n'est pas de l'huile essentielle diluée dans l'eau, il y a vraiment des particularités biochimiques. Donc déjà, une vraie connaissance biochimique des eaux florales, donc plus de précision sur les conseils, et puis surtout, parce que je vois toujours l'intérêt des analyses, par l'amélioration de nos connaissances de la plante et donc de leur qualité. Encore une fois, pour faire de la qualité, faut-il connaître la plante que l'on produit. Donc, connaître comment va évoluer, par exemple, la composition biochimique d'une eau florale suivant les temps de distillation, connaître les artefacts qui vont apparaître, c'est-à-dire les molécules qui vont être issues d'hydrolyse, qui n'ont pas l'UDEC, donc de pouvoir améliorer nos process de distillation, améliorer la quantité qu'on va conserver sur chaque distillation pour avoir des eaux florales à la fois beaucoup plus concentrées, donc derrière plus d'efficacité, meilleure conservation, et en plus, d'un point de vue qualitatif, ça nous permet d'avoir des eaux florales qui ont une biochimie qui est, encore une fois, beaucoup plus authentique, beaucoup plus naturelle, et pas bourrée de produits d'hydrolyse, parce que c'est très très souvent le cas sur les eaux florales, où en fait, on a gardé pendant très longtemps l'eau de la distillation, et donc, on a et puis aussi, on a des process de distillation qui créent de l'hydrolyse, et donc on a beaucoup de molécules qui ne sont pas naturelles, qui apparaissent, qui sont des artefacts de distillation. Et aujourd'hui, tout le monde l'ignore parce qu'il n'y a pas d'analyses qui sont menées. Et puis, cette distillation, elle peut l'améliorer, ça permet de tirer encore plus du végétal et d'en tirer le meilleur. Mais la maîtrise de la distillation limite aussi ces transformations et l'apparition de qui ne sont pas naturelles et qui ne sont pas forcément non. C'est important pour avoir le meilleur et éviter de... Et ne pas aller dans l'extrême ou dire tiens, on va monter la pression, on va utiliser des systèmes qui vont nous permettre, même des solvants par exemple, qui vont nous permettre d'aller plus loin, même l'extraction CO2, des choses comme ça, on va aller plus loin, plus loin, plus loin. Mais est-ce qu'on a préservé l'intégrité du végétal? C'est souvent ça. Donc, et c'est vrai que la distillation, c'est une technique qui est en fait assez simple. On améliore, on adapte, mais qui quand même, moi je trouve assez génial parce qu'avec des investissements qui ne sont pas industriels, on peut faire d'excellentes productions dans des conditions artisanales et de brousse. Nous, on a des alambics, on n'a pas d'électricité. On n'a rien, on n'a pas de pompe, on n'a rien, on a un tuyau branché à 200 mètres sur une source. On fonctionne de manière comme on pourrait distiller il y a 100 ans. Sauf que on a amélioré les systèmes de distillation pour affiner, pour avoir des distillations plus complètes, plus respectueuses du végétal. Mais en tout cas, ça peut se faire de manière encore très, 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 très artisanale. Donc moi, c'est arrivé à trouver le bon équilibre, quoi. De ne pas faire ces distillations artisanales traditionnelles à la malgache, ça va pas, quoi. Et pas non plus tomber dans l'industriel. Le petit artisan malgache, il n'a pas les moyens de faire de la qualité parce qu'il n'est pas formé, parce qu'on lui achète des huiles essentielles
très peu cher, donc il n'a pas un moyen financier de faire de la qualité. Et puis à côté de ça, au bout, je dirais la production plus industrielle, où là, ils ont les moyens, mais bon, forcément, c'est rentabilité, quoi. C'est volume, c'est rentabilité. Et nous, on essaye de garder un aspect artisanal, familial, et en même temps d'avoir des outils, d'avoir une capacité financière, de pouvoir créer un véritable laboratoire d'analyse, par exemple, en interne, ce qui, pour une entreprise de notre taille, personne n'a ce type de matériel. Oui, c'est assez innovant et tu as un vrai engagement de faire en sorte de développer ce genre de... Oui, et puis moi, c'est le plaisir d'avoir cette liberté, se dire, voilà, on peut investir dans la qualité, on peut continuer, et voilà, on n'a pas ces contraintes de l'actionnaire qui va nous dire, faut verser des dividendes cette année, et puis les investissements en qualité, ça passera pour l'année prochaine, quoi. Mais bon, c'était un vrai combat. C'était un vrai combat pour avoir cette liberté. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, quoi. C'était très, très long. Il y a une personne qui disait justement, c'est une grande question, mais quand on achète une essentielle, comment on sait ça? Comment c'est ça? J'ai une petite idée, il y a le nez. Bah oui, bien sûr. Ouais, moi j'aime. Soyez autonome, quoi. Soyez autonome au maximum. Croyez pas du tout ce que je vous ai dit. Oubliez tout ce que je vous ai dit. C'est que du baratin marketing. Non, sérieusement. Ouais, c'est pour. On a trop aujourd'hui dans notre société, on l'a vu là récemment, une infantilisation où les gens perdent complètement sa responsabilité, on perd complètement son autonomie, quoi. Donc reprenons notre autonomie. Ah oui, il y a des informations sur l'étiquetage, tout ça. Mais on a peur de passer à autre chose en aromathérapie aujourd'hui. Donc il faut cultiver cette capacité de sentir, de ressentir, de différencier. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, vous achetez des huiles essentielles bio, de qualité, vous avez marqué producteur, distillateur dessus en gros, et puis derrière, c'est un laboratoire, ils produisent un petit peu, mais ils achètent, ils revendent, quoi. Et l'information est complètement faussée. Donc vous ne savez pas véritablement si vous avez acheté un producteur. Il faut aussi différencier l'activité de production et de distillation. Parce que mettre des plantes dans un alambic, ce n'est pas compliqué. Cultiver, développer un système de production qui permette d'avoir suffisamment de plantes dans une cuve pour développer une distribution, ça allait beaucoup plus. Donc, que vous dire d'autre que d'aller vers les petites structures de production, de rapprocher des producteurs, mais c'est pareil, il y a des producteurs qui distillent très mal. Ce n'est pas parce que vous achetez un producteur, et toutes les huiles essentielles viennent des producteurs. Quand on a l'argument de certains laboratoires, on achète directement des producteurs. Ouais, forcément. Toutes les huiles essentielles viennent de producteurs, quoi. Et c'est pas parce que, c'est pas parce qu'on a rajouté un intermédiaire, c'est pas parce que, par exemple, on a rajouté l'aromathèque entre Astéral et le consommateur que l'huile essentielle perd de sa qualité. D'accord ? Donc, c'est la garantie producteur n'est pas forcément totale, quoi. Il y a des distillateurs qui travaillent très bien, qui font un travail magnifique. Et puis d'autres parce qu'ils n'ont pas le matériel adéquat, parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ou parce qu'ils ont aussi des terroirs qui ne sont pas adaptés, ou qu'ils ont fait des choix de cultiver des plantes aussi, parce qu'on voit de plus en plus, ah tiens, c'est la mode de telle huile essentielle. Allez, on va la planter dans n'importe quelle région. On dit, c'est la même composition. Il n'y a pas de problème, c'est les mêmes propriétés. Vous ouvrez les flacons, vous dites, ouais, c'est la même composition, mais là, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a un truc qui ne va pas, donc... Et donc, on repart sur ce problème de la biochimie qui devrait tout garantir. Et voilà, on a très souvent moi, ce que j'appelle une involution, c'est-à-dire en fait une dégradation. Donc, c'est un terme que je propose en aromathérapie, une dégradation en fait du végétal en le mettant dans des conditions qui vont plutôt avoir tendance à entre guillemets dégrader et en tout cas lui donner une orientation biochimique thérapeutique moins spécifique, plus toxique potentiellement que ce qu'elle était originale. On peut par contre, s'amuser entre guillemets à créer des chémotypes, à introduire une plante dans une région différente et développer. Il ne faut pas être sectaire et dire non, cette plante-là elle pousse dans telle région, elle doit pousser que là. Le Ravensar, c'est quand même une plante introduite à Madagascar, quoi. Donc je serais mal placé en disant que non, il faut cultiver que les plantes de ce terroir-là. Non, là,
ce qui est super intéressant, c'est les échanges, quoi. La biodiversité s'est créée sur des installations de végétaux dans des conditions qui n'étaient pas forcément les leurs, et sur la capacité de la plante à spécier, à former d'autres espèces, à évoluer. Hein. C'est ça, là. Le végétal, c'est cette capacité continuelle d'adaptation génétique continuelle, en fait. Hein. Toute la plante s'adapte continuellement. C'est le génie du végétal. Hein. Donc, vous voyez, grande question. Sentez, ressentez, posez des questions, questionnez vraiment les labos, quoi. D'où viennent vos huiles essentielles, comment c'est fait, par qui c'est fait, demandez les chromatos, même si on n'a pas toutes les informations avec les chromatos, ça permet déjà d'avoir quelques informations, allez visiter les producteurs, échanger, et puis développer surtout votre propre capacité à différencier, quoi. Soyez autonome, quoi. C'est super important. Et je pense que c'est des valeurs aussi à l'Aromatech que vous défendez beaucoup. Oui. Ouais. On conseille souvent de faire sonner en fait, dans le temps, et de sentir au maximum dès qu'on en a l'occasion. Et on peut se surprendre, je crois, comme ça, à en fait avoir des ressentis bien plus rapidement qu'on croirait. Bien sûr. On pense parfois qu'il va falloir sentir 10 fois un éolien pour percevoir les différences. En fait, puis ce qui est important, c'est que plus on utilise les huiles essentielles, plus on développe cette capacité. Parce que même si on utilise les huiles essentielles de façon purement physique, sur la bobologie, un petit peu, si on utilise des huiles essentielles de bonne qualité, au fur et à mesure, elles vont nous toucher au niveau de la conscience. Elles vont nous faire évoluer, sans même qu'on soit conscient de cela. Et donc, au fur et à mesure, on va affiner ses perceptions, on va affiner ses ressentis, et donc ils nous font énormément évoluer. Donc, parfois, des gens au début disent « Oh, je sens rien, ça sent le poivre, tout sent pareil. » Parce qu'il faut voir aussi que notre culture, notre système d'éducation, mais aussi tout notre mode de consommation nous a coupé des parfums réels. La plupart des gens, ce qu'ils trouvent bon, c'est des produits de synthèse. Ce qui sent bon, c'est le parfum qui n'a rien de naturel dans la composition. C'est le produit nettoyant qu'on va mettre sur le sol, qui est bourré de produits chimiques et qui ne sent pas le naturel. Donc, on a perdu ces références olfactives. Donc, il faut rééduquer complètement les gens à sentir, à ressentir, pour repercevoir de nouveau. Mais ce n'est pas quelque chose qui... moi, je suis pas personnellement, à l'origine, je n'avais aucune perception particulière. Je ne suis pas formé par des chamans ou quoi que ce soit. C'est un travail. Il faut avoir c'est une assesse, quoi. C'est une volonté de dire je vais travailler sur cette perception, je vais répéter les olfactions, je vais répéter les ressentis. C'est un vrai travail qu'il faut accepter, qui prend du temps, mais qui est extrêmement enrichissant et qui permet vraiment de mieux valoriser les huiles essentielles. C'est ça, parce qu'on comme on les perçoit mieux, on est à même de pouvoir beaucoup mieux les valoriser de façon thérapeutique et d'en profiter beaucoup mieux, tout simplement. Est-ce que pour un dernier volet, cette conférence, tu nous parlais tout à l'heure du gingembre papillon, il y a quand même quelques grandes huiles, quelques huiles de Madagascar qui sont des huiles qui ont un travail assez profond sur la sphère psycho-émotionnelle. Le gingembre papillon en fait partie, et avec surprise, quand on regarde d'une façon biochimique. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors, de manière générale, je dirais que toutes les huiles essentielles ont une action psycho-émotionnelle. Mais très souvent, on passe un petit peu à côté parce que c'est moins remarquable pour certaines plantes. Et encore une fois, parce que majoritairement, les huiles essentielles qu'on a sur les marchés ne permettent pas, en fait, de percevoir cet aspect du végétal. Donc, quand les distillations ne sont pas bien faites, quand la matière première n'est pas bien... quand la preuve n'est pas correcte, on détériore cette expression du végétal qui peut être un peu cachée sous un aspect purement physique. Alors après, sur les grandes huiles essentielles de cette sphère-là, oui, gingembre papillon, on en a parlé un petit peu. Moi, j'aime bien le gingembre papillon parce que c'est un super équilibre nerveux. Pour bien la présenter, il faudrait vraiment la replacer dans son contexte. Donc là, je vais vous la présenter très rapidement par des images pour faire simple. C'est à la fois l'ancrage, c'est le physique, c'est le métabolisme, c'est un gingembre. Je suis là, je suis très terrien, je suis vraiment dans le physique. Et en même temps, pour donner encore une image, c'est une orchidée. Je suis dans l'expression, dans la fleur. Et il y a vraiment cette dualité dans cette huile essentielle de terrien, de floral, d'action vraiment rééquilibrante. Donc moi, j'aime beaucoup la conseiller
Pour les gens qui manquent un peu de confiance en eux, qui ont du mal à se situer, c'est vraiment une huile essentielle qui va guider, qui va accompagner tout en douceur. Ce n'est pas quelque chose qui va forcément creuser en profondeur. C'est quelque chose qui va accompagner. Donc les ados, les personnes qui sont un petit peu enfermées sur eux-mêmes, qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à s'extérioriser, ou qui veulent travailler sur de l'expression, par exemple les artistes. J'ai pas mal d'artistes, des musiciens, des acteurs de théâtre, par exemple, qui me prennent du gingembre papillon et qui me disent, voilà, quand j'utilise du gingembre papillon, il y a un client, quand je mets du gingembre papillon, quand je suis sur scène, je suis là, je suis présent. Quoi. Il y a vraiment ce côté charisme, personnalité qui est très, 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 très remarquable. C'est vraiment, je suis toute fleur, je me montre aux autres, je m'affirme, mais en même temps, je ne suis pas complètement perché. Il y a un côté vraiment en même temps d'ancrage. Donc vraiment, ce côté rééquilibrant qui s'avère en fait assez rare dans les huiles essentielles. On a des points d'ancrage, des points d'ouverture, et on n'a pas toujours ce côté rééquilibrant que l'on peut avoir avec le gingembre papillon. Alors les usages, c'est très simple, il ne faut pas se compliquer la vie. Donc olfaction, quelques gouttes sur les poignets, toujours prendre le temps vraiment de respirer longuement les huiles essentielles. Moi, je suis plutôt pour une approche uniciste des huiles essentielles. C'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à conseiller une huile essentielle au bon moment de la journée, du bon mode d'utilisation sur une période donnée, plutôt que dire, bah oui, il faut associer le gingembre papillon à telle ou telle ou telle huile essentielle et faire une formule parce que sans ça, ce n'est pas efficace. Ça peut être intéressant de faire des synergies, mais on n'a pas forcément besoin de passer par des synergies pour avoir une aromathérapie efficace. On peut très bien utiliser de façon unitaire et plutôt aller associer telle huile le matin, telle huile le soir, une huile essentielle en interne, une huile essentielle en externe, une huile essentielle en début de traitement, une autre après, de plutôt faire des protocoles de ce type-là, plutôt que faire ce mélange, cette recette magique où pour telle pathologie, on m'a dit de mélanger ces 10 huiles essentielles-là, sinon ça ne marchait pas, pour schématiser un petit peu. Donc gingembre papillon. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Alors, la maniguette fine, qui est proche quand même, parce que c'est aussi une zingibéracée, qui est une expression assez commune. Alors, autant le gingembre papillon, c'est vraiment ancrage-ouverture, libération. C'est vraiment la lumière rentre et libérée. Et d'ailleurs, ça se voit au niveau biochimique, avec plutôt des synthèses assez peu élaborées. Alors, on est sur des C10, monoterpènes, on a vraiment une synthèse. Comme je disais tout à l'heure, c'est un sapin, quoi. C'est très, très banal. On voit que l'aromagénèse n'est pas finie, comment dirais-je, n'est pas très, très aboutie. La plante ne va pas très, très loin au niveau biochimique. En tout cas, dans ce qu'on perçoit aujourd'hui dans la chromatographie. Peut-être que dans quelques années, je vous dirais complètement le contraire. Mais en tout cas, dans les molécules principales qu'on perçoit, ça semble être le cas. Alors que la maniguette fine, là, on a une volonté de beaucoup plus garder la lumière. On va être sur des esters, sur des esters qui sont très particuliers, de l'acétate de pinocarville. Donc avec un côté, c'est des esters qui sont plus sur le sucre. Parce qu'on a des esters qui sont plutôt fleuris, là on est plutôt sur le sucre, sur le fruit. Donc un côté très sédatif, très calmant. Là c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment l'huile qu'on va conseiller en première intention sur les troubles du sommeil. Voilà, habituellement, il y a plein d'origines, bien sûr, au trouble du sommeil, c'est un vaste domaine, mais voilà, par facilité, on va conseiller l'huile essentielle de gingembre, pas de maniguette fine, parce qu'elle est assez sûre, elle fonctionne très très bien. Donc vraiment, à la fois endormissement, et puis aussi qualité du sommeil, profondeur du sommeil. Donc plutôt à respirer, en application sur les poignets, on peut mettre 1 à 2 gouttes sur l'oreiller par exemple. Après, quelqu'un qui est par exemple très tendu pendant la journée, peut très bien respirer aussi un petit peu de maniguette fine s'il a besoin vraiment de lâcher et respirer. En tout cas, vraiment, ce qu'il faut retenir dans la maniguette fine, c'est vraiment ce geste, moi j'ai décrit comme ça, c'est l'huile du cocooning. Je me rassemble, je me reconnecte. Donc les gens qui ont une journée où ils ont l'impression vraiment de diffuser beaucoup d'énergie, de donner beaucoup, je pense par exemple à des thérapeutes, où l'impression que le soir, je suis vidé, j'ai rien fait pour moi, maniguette fine. Je me retrouve, je me reconnecte. Il y a des notions donc je disais, de sucre, de bonbons, de fruits, de récompense. Quoi. Il y a vraiment cet aspect-là dans la maniguette fine. De quoi peut-on parler? De l'herbe des rois, bien sûr, parce que ça, c'est quand même quelque chose. Alors, comment parler de l'herbe des rois en quelques mots? L'herbe des rois, c'est un fantastique purifiant au niveau psycho-émotionnel. À d'autres aspects, physiques aussi, mais pour l'instant, c'est limité à cet aspect psycho-émotionnel. Donc, c'est vraiment la purification, le nettoyage. C'est un aspect très rééquilibrant. Ça réaligne. C'est une astéracée, donc avec une grande intensité, une grande précision dans le geste, une grande singularité. Vraiment un effet de nettoyage, un effet très antitraumatique au niveau psycho-émotionnel, qui dans l'huile essentielle donne un côté presque trop intense. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas l'huile essentielle
d'herbe des rois parce que c'est trop fort. Et on n'a pas forcément l'ancrage, pas forcément la capacité à accepter une telle intensité de l'action. Donc, il y a beaucoup de gens, quand ils vont sentir l'huile essentielle de l'herbe des rois, ils vont dire voilà, c'est trop fort, ça me déstabilise, ça me met presque une migraine, je ne suis pas à l'aise avec l'arôme. Puis ben non, c'est pas ça qu'il vous faut, ça ne sert à rien de forcer. Et là, on a une expression qui est très intéressante, c'est l'eau florale, qui est une expression à la fois plus douce, parce que plus diluée, mais aussi, ce n'est pas les mêmes composants, on a un aspect beaucoup plus physique. Donc, qui va bien sûr nettoyer, qui va bien sûr purifier, mais de façon plus douce, moins profonde, et donc accompagner de façon beaucoup plus facile. Donc, c'est vraiment pour nous l'eau florale de base à utiliser en interne sur le traitement. Alors là, les applications sont très larges, c'est un rééquilibrant. Donc, on a aussi bien les gens qui vont utiliser le matin en pulvérisation dans la bouche, parce qu'ils sentent que voilà, quand je prends ça, je suis alerte, je suis disponible, j'ai tous les sens qui sont disponibles et ça me donne la pêche pour démarrer le matin. Et puis l'autre, je prends ça le soir pour faciliter l'endormissement. Alors c'est quoi? C'est un tonique, c'est un sédatif? C'est les deux. C'est un rééquilibrant du système nerveux, c'est très modulateur. Et c'est ça qui est super intéressant, encore une fois, qui est assez rare dans les huiles essentielles. Et qu'on trouve quand même pas mal dans le terroir malgache, parce qu'il y a aussi cette dualité. Hein, c'est porté par le terroir malgache, à la fois cette puissance, mais de douceur. On n'a pas beaucoup d'huile essentielle agressive. Qu'est-ce que je peux citer d'autre? Le manavao aussi, le manavao, hein, qui est un peu du même acabit que l'herbe des rois, hein, qui est aussi un très très bon rééquilibrant du système nerveux, qui a un effet vraiment de libération. Toutes les tensions, les crispations, quand on respire du manavao, il y a vraiment cette sensation de je lâche, je libère, je décontracte. Énormément au niveau relaxant, c'est un très bon niveau relaxant musculaire, les tensions, les crispations, les blocages. C'est un bon antispasmodique aussi. Donc les applications sont larges aussi, hein, les grosses tensions, les grosses crispations, les cas d'angoisse forte, de surmenage, de burn-out, quand il y a vraiment besoin de lâcher, de libérer, ça marche très très bien, en olfaction, en massage bien sûr. Voilà. Après, il y a bien sûr les petits grains, hein, on pourrait parler de petits grains bigaradiers. Ouais. Il y a une question justement sur le petit grain mandarinier. Oui, ouais, avec plaisir. D'une personne qui se demandait s'il y avait des différences avec un petit grain mandarine corse et un petit grain mandarine Madagascar. Ah oui, bien sûr, c'est les profils biochimiques qui sont complètement particuliers. Hein. Donc le mandarinier malgache, c'est un chémotype que j'ai défini comme chémotype thymol, puisqu'on a une proportion importante de thymol, ce qui est très 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 original. Et ce qui est rigolo d'ailleurs, parce que dans nos plantes malgaches, on n'a pas ou peu en fait cette molécule du lignalol à côté. Enfin, on passe un petit peu la biochimie. Alors, quand on rentre dans cette huile essentielle, ce qui est intéressant, je vais me répéter un petit peu, mais c'est encore une fois cette dualité. On a ce côté floral, capiteux, qu'on retrouve souvent dans les petits grains, qui donne un côté sédatif, très rond, très doux. Et puis en même temps, vous avez ce thymol, qui donne un côté méditerranéen, qui donne un côté chaud, qui donne un côté solaire, qui vient donner un petit coup de peps, de la lumière, de la chaleur au linalol, et qui va lui permettre de passer à des sphères beaucoup plus physiques, c'est-à-dire par exemple sur des troubles du sommeil où il y a des crispations physiques, où la personne a vraiment du mal, quelqu'un d'assez tonique qui a vraiment du mal à lâcher physiquement pour atteindre le sommeil, c'est vraiment une huile essentielle qui va être intéressante. Donc ça, c'est un premier aspect étonnant, d'accord, d'ailleurs, parce qu'on ne pourrait pas penser qu'avec un taux de thymol comme ça, un côté chaud, on ait ces effets-là, mais on l'a. Et ça, c'est propre aux petits grains. On peut parler aussi de ces effets antispasmodiques digestifs, à la fois décrispant et puis en même temps stimulant, donc ça peut vraiment être intéressant à masser sur le ventre, sur les blocages digestifs. Principalement, après, pour être plus précis, là c'est court les présentations que je fais, mais pour présenter bien, il faudrait parler aussi du caractère global des petits grains. C'est des plantes qui sont beaucoup sur la connexion aux autres, sur l'empathie, sur le rapprochement, sur la communication avec les autres. Donc ça, c'est aussi à introduire dans les usages possibles de ce petit grain mandarinier. Ça rapproche les cœurs, ça adoucit, ça crée des relations beaucoup plus douces. En tout cas, moi j'aime bien ce côté chaud, épicé, dans ce côté floral. Il n'y a pas le côté un peu écœurant de certains petits grains. On lui donne de l'énergie, on lui donne du peps, on lui donne de la lumière. Et voilà,
c'est un très très beau petit grain à découvrir, quoi. Il y en a d'autres. Et ce qu'on pourrait dire d'autre aussi, c'est que on n'a pas le côté très profond, très méditatif d'un pamplemousse. Dans le pamplemousse, on a quelque chose de très. Si on voulait mettre un peu un gradient sur les différents petits grains, le pamplemousse, il est très méditatif, très profond. Et c'est marrant parce que je trouve, quand je distille des petits grains, je trouve on retrouve très souvent un caractère pamplemousse dans toujours les fins de distillation des petits grains. Et de toute façon, ça s'explique tout ça parce que, vous savez, les citrus, c'est peu d'espèces à l'origine qui ont été bridées, sélectionnées, etc. Mais on a une synthèse en commun, donc on retrouve des choses bien sûr en commun, des expressions après de chimie différentes, mais on peut sentir le pamplemousse dans le mandarinier comme on peut sentir le bigaradier dans le mandarinier, et c'est rigolo de justement pouvoir sentir tous ces petits grains à la suite. Et c'est ça, moi, là je donne des informations, mais prenez le temps de comparer, de voir l'expression du petit grain mandarinier par rapport au corse, en production malgache, production corse, production peut-être il y a d'autres origines aussi, à côté un bon bigaradier, un pamplemousse, et voir comment l'expression rutacée, l'expression citrus s'exprime différemment, avant de plonger dans la spécificité du thymol et du linalol dans cette huile essentielle. Merci pour cette description. Sinon, c'est... Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce mandarinier. Là, je fais court parce que... Et puis, ce qui est intéressant, c'est pouvoir faire ressentir, c'est-à-dire, hop, on met l'huile essentielle sur une mouillette, on la sent ensemble, et là, forcément, là, tout arrive beaucoup plus facilement, toutes les informations, parce qu'on se reconnecte à la plante, et c'est encore... c'est encore plus honnête, plus vrai, quoi, plus authentique. Oui, tout à fait. Ça donne en tout cas envie de réouvrir tous les flacons et de les retester un par un en prenez le temps, quoi, de les sentir aussi sans trop de hâte et les découvrir, d'observer ce qui se passe. On est toujours assez surpris de tout ça et de voir qu'on peut ressentir autant de caractère d'une huile rien que par l'odeur. En tout cas, merci beaucoup d'être prêté à cette conférence qui a permis d'aborder des sujets de qualité, mais aussi de découvrir, d'approcher quelques huiles et puis d'approcher un peu le végétal par la parole et par sa passion. C'était passionnant. Il y avait quelques questions qui concernaient les huiles essentielles de Simon. Elles sont toutes sur le site de l'Aromatech, toutes présentes, sur des besoins de connaissances larges approfondies en aroma. On organise des modules de formation à l'Aromatech. Je vous invite à aller consulter le site internet. On répondra en différé aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre pendant la conférence. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était très, très agréable de vous savoir avec nous et puis de savoir aussi votre intérêt pour ce qu'on nous propose, pour le travail qui est réalisé par Simon et Astéral aussi. C'est important. De pouvoir partager ça avec vous. Voilà. Merci à tous. Merci. Bonne soirée, au revoir.